Bonjour à tous, je m'appelle Bérénice Doué et aujourd'hui j'ai la chance de partager un moment avec Christophe Stocky, Business Development Manager EPI et Sécurité RS Group, et Thomas Messin, responsable commercial Nord Honeywell France. Ensemble, nous allons aborder un sujet finalement très important que sont les EPI catégorie 3, un vrai complice de votre quotidien qui viendra vous assurer une sécurité maximale au travail. Pour cela, nous allons aborder qu'est-ce que les EPI catégorie 3, les différentes catégories, dans quel contexte les utiliser, à quoi servent-ils, mais aussi comment s'assurer que notre achat est 100% fiable et adapté pour l'utilisation finale. Entrons dans le vif du sujet. Christophe, peux-tu nous partager les différentes catégories d'EPI? Bonjour Bérénice, bonjour tout le monde. Oui, bien sûr que je peux présenter les différentes catégories de pays qui sont présents aujourd'hui. Il existe trois types de catégories. La catégorie 1, qui est sur les risques mineurs, la catégorie 2, qui va être sur les risques majeurs, et la catégorie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est la catégorie 3, qui représente les risques mortels ou irréversibles. Et justement, si tu peux rentrer dans le vif du sujet avec ces EPI catégorie 3, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, qu'est-ce que la catégorie 3? Effectivement, on protège des risques graves, comme j'ai pu le dire, comme les chutes de hauteur, les risques chimiques, les risques respiratoires, mais ça passe aussi par des risques électriques. On va pouvoir tout simplement, c'est des EPI qui, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, donc mortels et irréversibles. Sur le 2, les environnements à haut risque. Le 3, il est important que ces EPI soient normés par un organisme certifié avant leur mise sur le marché et avoir une certification CE. Et dans la catégorie 3, il y a une étape qui est aussi cruciale, ça va être l'entretien, le contrôle, la traçabilité qui va avec. En résumé, c'est des EPI qui sont essentiels pour des situations de travail à haut risque où une protection défaillante pourrait entraîner des conséquences graves pour la santé ou la vie du travailleur. Effectivement, Christophe, c'est un vrai allié au travail qu'il ne faut pas négliger. J'imagine qu'il existe différents types de pays catégorie 3. Effectivement, Bérénice, tu as raison, il y a plusieurs produits qui sont concernés. Dans ces produits, on peut retrouver en premier point la protection anti-chute. La protection anti-chute qui est basée donc avec des harnais, des longes, des lignes de vie, des points d'ancrage, des mousquetons, tout ce qui peut en fait éviter la chute de l'opérateur. Dans un second point, on peut avoir la protection respiratoire qui va être avec les masques à assistance, les masques ventilés, tout ce qui va aussi venir toucher à l'aérie. Après, sur un troisième point, nous avons les protections contre les risques électriques. Par exemple, ça peut passer par les gants isolants. Nous avons aussi tout ce qui est vêtements multirisques, ATEX, chimiques et tout ce qui peut tourner autour. Protection auditive, qui est aussi, je dirais, un petit peu le petit nouveau, on verra plus tard dans le déroulé. Et les protections contre les radioactivités. Super, merci Christophe. On voit bien que chaque pays répond à un risque spécifique. Thomas, si je devais résumer les missions des EPI, donc prévenir les accidents, assurer la sécurité, mais aussi réduire des risques qui peuvent être parfois irréversibles pour la santé des travailleurs. C'est ça, Bérénice. Bonjour à toutes et tous déjà. Donc oui, à quoi il sert? C'est petit 1, déjà, c'est prévenir des accidents en réduisant les risques liés à des environnements de travail dangereux. On a également, ça va assurer la sécurité des travailleurs qui sont exposés aux dangers, qui offrent une protection adaptée aux conditions de travail. Et puis, ça va effectivement aussi réduire les effets des expositions aux risques irréversibles pour empêcher les dommages permanents sur la santé. Tous ces EPI sont essentiels pour la protection des travailleurs et dans des environnements à haut risque où toute erreur humaine ou matérielle peut engendrer de grosses conséquences sur la santé des travailleurs. Et on les retrouve où justement? Dans quel secteur ces EPI catégorie 3? On va les retrouver dans différents types de secteurs d'activité, un petit peu tout ce qui concerne le travail en général, hein, c'est très varié. On l'a aussi bien dans l'industrie. On ressort souvent de l'industrie la protection respiratoire avec des risques d'exposition aux produits chimiques notamment, mais ça peut être très varié, des gaz et autres. On va l'avoir aussi dans le BTP, la maintenance, l'installation, travaux électriques, etc.
avec le travail en hauteur, le risque poussière, qui est un risque de plus en plus envisagé sur le BTP, où il faut mettre une protection respiratoire adaptée. On en a parlé également, le nucléaire et le secteur de l'énergie, mais ça peut être, comme je l'ai dit, c'est très varié. On l'a aussi pour les pompiers, où ils s'équipent d'aéries pour s'isoler de la fumée des incendies notamment. Donc voilà, en résumé, les EP de catégorie 3, ils sont obligatoires partout où il y a un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Super. Merci Thomas, on a compris l'importance de ces EPI catégorie 3. C'est primordial en fait d'acheter quelque chose de 100% fiable. Justement, tu as une vidéo à nous partager sur le sujet. Oui, c'est ça. On va vous présenter la vidéo. Donc là, c'est un cas d'école filmé en direct chez un client via une caméra de sécurité, où en fait on voit une personne qui travaille sur une passerelle, qui est attachée à l'aide d'un enrouleur, un rappel automatique, qui est connecté en dorsale sur son harnais. Donc là, on voit en fait, il déplace une sorte de garde-corps. On a des difficultés quand même à voir sur la vidéo. Donc là, il est vraiment en position de travail. Là, on voit qu'il est déséquilibré, il chute. Donc en fait, cette vidéo-là, c'est vraiment un cas typique d'accident de travail où la personne était tout de même équipée. Et vous voyez que malgré un équipement, il y a quand même une chute. Voilà. Donc on va résumer comment ça se passe dans l'analyse des risques. Donc premier objectif pour nous, c'est de comprendre le risque et de proposer les meilleures solutions tout en restant dans la certification et la norme qui doit être respectée. On part toujours d'une base en anti-chute, c'est la norme EN 363 qui porte sur le système d'arrêt de chute. Donc ça, c'est quoi? C'est la combinaison d'un harnais, d'une liaison anti-chute et d'un point d'ancrage. Tout ça, ça doit être certifié encore une fois, et ça définit un choc maximal admissible pour le corps humain. Ce choc est de 600 Dan pour rentrer dans les détails. Et ce choc, c'est parce qu'il est admissible par le corps humain. Au-delà de ça, vous avez des dommages qui sont irréversibles sur le corps, voilà, avec un accident de travail qui peut causer un arrêt longue durée. Voilà. Donc, dans l'évaluation des risques, Christophe, je te laisse parler du Code du travail. Merci Thomas. Effectivement, donc du coup, il y a l'article L4121-1 qui est sur le fondement des principes généraux de prévention. Donc, ce code du travail, en fait, nous éclaire sur les manières dont il faut aborder le risque mortel ou irréversible. La première des choses, et la primordiale, c'est d'éviter les risques. La deuxième, c'est d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Combattre les risques à la source arrive en troisième position. On adapte le travail à l'homme après. On tient compte de l'état d'évolution de la technique et on remplace ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou alors par ce qui l'est moins. Bien sûr, tout en prenant en compte les aléas de chacun et les prérogatives. Il faut planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent et la technique et l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Prendre donc aussi en mesure les protections collectives en donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner des instructions appropriées aux travailleurs. C'est très important aussi ce dernier point. Sur l'expérience qu'on a vue, effectivement, vous avez plusieurs types de protection. Il y a la protection collective. Dans la vidéo, on a bien vu que la prévention des chutes de hauteur est assurée en priorité par les garde-corps, qu'ils soient intégrés ou fixés de manière sûre, rigide ou d'une résistance appropriée. La solution dans ce cas-là aurait été de mettre des garde-corps partout sous la passerelle pour pouvoir éviter les chutes. Quand la protection collective vient à faillir, c'est la protection individuelle qui va venir prendre le relais. Et la protection individuelle, avec elle, elle a 4 piliers. 1, la formation de l'utilisateur. 2, le point d'ancrage, est-ce qu'il est bien positionné. 3, ma liaison, est-ce qu'elle est bonne. Et 4, mon harnais. Et pour pouvoir les déterminer correctement, il faut effectivement évaluer les risques en se posant 3 questions qui sont primordiales. La première, comment j'accepte à mon poste de travail? Comment je me déplace sur celui-ci et comment je travaille? Et la dernière question, comment j'évacue? Super, merci Christophe. Et comment fait-on pour analyser le risque finalement, Thomas? L'analyse de risque, elle passe par l'évaluation de l'environnement dans un premier temps. On va notamment, à partir de la norme que je vous expliquais tout à l'heure,
et avec la transition de Christophe, bah, déjà analyser le point d'ancrage, notamment le facteur. C'est le facteur de chute. Le facteur du point d'ancrage, pardon, c'est comment il est installé. Donc, c'est 0, 1 et 2. Donc, 3 positions différentes. 0 qui serait à peu près au-dessus de la tête. 1 au niveau du corps, du buste, de la ceinture. Et 2 au niveau du pied. Au niveau des pieds, pardon. Le facteur 2, c'est le plus risqué, comme vous le comprendrez, parce que ça implique une chute plus longue et un impact plus violent sur le corps. Ici, sur la vidéo qu'on avait présentée, c'est un facteur 1, car l'enrouleur, il est fixé en dorsale et il vient se connecter sur un point d'ancrage au niveau du garde-corps. Donc, c'est un ancrage, le garde-corps, c'est un ancrage valide que s'il est certifié, résistant à l'arrachement avec une certaine force. Voilà. Et encore une fois, c'est qu'un organisme certifié qui va pouvoir vous dire si ce garde-corps-là, par exemple, est un point d'ancrage possible et permanent. D'autres éléments sont à prendre en compte, comme vous le voyez sur notre présentation, le tirant d'air, l'effet pendulaire. Donc là, en l'occurrence, le tirant d'air, il est inconnu sur la vidéo, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, donc on ne va pas voir si la personne va heurter le sol ou pas, on estime que non. Mais il sera sans doute réduit grâce à l'enrouleur automatique qui va limiter la chute sur cette vidéo-là, encore une fois. Cependant, l'effet pendulaire, lui, présente un risque, notamment sur la vidéo, parce qu'on constate qu'il y a énormément d'obstacles sur la trajectoire de la chute de la personne, et en quel cas ça peut aggraver les blessures. Tous ces risques-là, ça va guider le choix des équipements et leur détermination reste la responsabilité des différents acteurs qui sont impliqués, donc encore une fois, le fabricant, le distributeur, etc. Et justement, Thomas, un des points importants est de vérifier que le produit est conforme. Est-ce que tu peux nous détailler cette vidéo? Eh ben oui, les organismes, c'est ça, Bérénice, les organismes de contrôle et de prévention, ils sont là pour évaluer les risques, mais les rôles, ils sont divers. Comme on le voit sur la vidéo, en fait, vous avez un test qui est réalisé dans notre usine, en fait, sur la qualité des différents produits. On a vu la première étape, la corde va se briser contre l'arête vive, et la seconde ne va pas du tout se couper. En fait, c'est un produit qui est normé différemment, certifié différemment, en tout cas par nous. Et en fait, c'est pour bien montrer une bonne préconisation et une mauvaise préconisation. La bonne préconisation, même si vous avez bien vu votre environnement, vous voyez bien que si un produit est mal préconisé, une corde basique sur une arête vive, elle va se trancher et là, il va y avoir un accident. Auquel cas, s'il y a une bonne préconisation, il n'y a pas ce risque-là, puisque forcément, on n'a pas de rupture. Tout ça pour dire que le fabricant a une responsabilité de faire un produit certifié dans les normes et qualitatif. Le distributeur a également la responsabilité de la préconisation du bon produit. L'employeur et l'utilisateur ont également leur responsabilité. Donc là, c'est pour vérifier la conformité des installations, des équipements, et ça permet de préconiser un bon EPI par rapport à l'évaluation des risques qui a été faite. Sinon, on se retrouve à avoir des produits qui ne sont pas conformes, pas adaptés. Super, merci Thomas. Je crois que du coup, Christophe, tu nous parles de la responsabilité des différents acteurs. Tout à fait, Bérénice. Donc la responsabilité des différents acteurs, Thomas a déjà pu l'évoquer effectivement dans la vidéo, mais on est tous responsables du bon EPI au bon endroit. Petit 1, le premier forcément, c'est celui qui fabrique le produit. Étant donné qu'il fabrique le produit, il se doit d'avoir un produit qui est conforme, un produit qui est bien fabriqué et qui soit dans les attentes, je dirais. En petit 2, forcément, le distributeur, qui lui va devoir s'assurer que les EPI sont accompagnés de la notice d'utilisation, que les certificats de conformité sont bien ceux qui ont été mis en place, et de garantir une traçabilité des produits en conservant et en transmettant les informations. Il doit aussi, le distributeur, informer le client en réalisant la bonne préconisation face au risque et alerter en cas de problème de conformité par rapport au produit. Nous avons après, bien entendu, l'employeur qui arrive dans un troisième temps, qui lui doit informer les utilisateurs des risques
et de comment il doit utiliser son EPI. Il doit s'assurer de la mise à disposition, que le pays ait bien été stocké dans des bonnes conditions et qu'il soit bien porté. Et il doit aussi mettre en place un registre de sécurité pour pouvoir contrôler le suivi et vérifier ses EPI. Et arrive en dernier, et non pas des moindres, le porteur, celui qui doit se protéger du risque qui est devant lui. Donc lui, forcément, sa responsabilité, c'est de porter les EPI qui lui ont été fournis, de respecter les consignes d'utilisation, de ne pas modifier l'équipement, de savoir porter son EPI, de savoir l'entretenir et de pouvoir le vérifier avant et après son utilisation de manière visuelle. Donc chacun, en fait, Bérénice a un rôle essentiel dans ses normes et dans ses responsabilités. Ainsi, Christophe, on a bien compris cette notion de quadruple finalement responsabilité entre le fabricant, l'acheteur, le distributeur et le porteur de pays catégorie 3. Thomas, tu souhaitais aborder avec nous 3 grands points de vigilance. Oui, effectivement, Bérénice, on a 3 points de vigilance qui sont à prendre en compte dans le port des EPI de catégorie 3. Premier point, c'est la formation. Ensuite, on va en parler, la responsabilité et la vérification du matériel, et également aussi le stockage de ces produits-là. Premier point, le point le plus basique et essentiel, c'est la formation. Elle est obligatoire pour tous les utilisateurs de pays de catégorie 3, que ce soit le respiratoire, la protection anti-chute, mais tous les autres risques qu'on a pu évoquer également avant, même si on insiste sur le respiratoire et l'anti-chute. Elles sont variées, ces formations-là. Elles sont définies en fonction du risque qu'on a sur le poste de travail ou dans l'entreprise. La formation de base, ça va être comment porter son EPI de catégorie 3. Donc, comment on porte bien son masque, comment on porte bien son harnais. Ça reste la base. Ça va être également sensibiliser aux risques qui sont encourus sur le poste de travail. Ces formations, elles sont dispensées par des organismes certifiés et elles sont accessibles à tous à partir du moment où l'employeur met en place ces formations dans le cadre et au sein de son entreprise. Toutefois, c'est un devoir de l'employeur de mettre à disposition ces formations, car s'il n'y a pas, l'utilisateur ne peut pas utiliser les EPI de catégorie 3 et donc travailler sur le poste à risque. Pour aller plus loin, les formations, elles sont plus complexes quand il existe des problématiques qui sont rencontrées, plus complexes également. On parle souvent de travail en espace confiné, environnement CATEC, mais on peut aussi parler de l'évacuation, qui est un point important du risque anti-chute, qui est souvent oublié. Et pourtant, il faut une formation à l'évacuation et un plan de sauvetage en cas de chute notamment. Et c'est ça, ces formations, encore une fois, l'employeur, il n'est pas abandonné. C'est ces organismes qui vont analyser les risques en entreprise, qui vont aussi dire quelle formation sera adaptée aux risques et aux employés pour pouvoir travailler sur le poste. Ça amène ensuite à la délivrance d'un certificat de formation certifiante et uniquement ça va pouvoir vous permettre de valider ces acquis, encore une fois, parce que c'est une sorte de diplôme qu'on passe et qui nous permet de travailler dans ces situations-là. Encore une fois, et c'est vrai qu'on se répète là-dessus, mais on est tous responsables pour l'utilisation des EPI de catégorie 3. L'utilisateur, par exemple, il l'est de par la formation qu'il a reçue, mais il doit aussi savoir porter donc son EPI de catégorie 3. Il doit savoir le nettoyer, le stocker convenablement et le vérifier avant et après l'utilisation. Ça, c'est dans sa responsabilité à lui. Christophe, du coup, je te laisse parler du stockage et de la maintenance. Merci Thomas. Donc, concernant la gestion et le stockage des équipements, effectivement, on l'a déjà dit tout à l'heure un petit peu, il faut suivre la notice d'utilisation. C'est très important puisque chaque EPI va avoir sa propre caractéristique pour pouvoir être stocké à l'abri de la lumière ou pas, dans un endroit sec, éviter les endroits humides, dans un endroit qui est conforme donc à cette notice d'utilisation.
Ce qui est important aussi dans la gestion et la maintenance, c'est de pouvoir faire attention au suivi et à quel moment ces maintenances vont intervenir. On en reparlera un petit peu plus tard, mais ce qui est vital est de vérifier par exemple si le distributeur qui vous distribue le produit a fait une vérification de sortie qui peut permettre de remettre à zéro le délai d'utilisation et d'avoir une pleine durée de vie d'utilisation de son EPI de catégorie 3. Merci, messieurs. Vous l'avez dit, donc il est important de savoir porter son EPI, de le stocker correctement, de le vérifier. Et justement, comment on assure une bonne maintenance, Christophe? Alors justement, pour pouvoir continuer dans le propos, les EPI de catégorie 3 sont soumis à des vérifications périodiques générales, qui chacun ont une périodicité différente selon leur famille. C'est donc lors de ces vérifications qu'est soulevé le besoin d'une maintenance ou non, selon leurs conditions d'utilisation. Et la maintenance va plutôt se faire généralement sur les pièces détachées de cet équipement de protection individuelle. Merci, Christophe. Et Thomas, peux-tu nous donner un exemple dans le cadre d'appareils respiratoires? Oui, bien sûr, Bernice. En fait, comme le disait Christophe, il a parlé de pièces détachées. On a sur la slide qui est présentée une recommandation et réglementation sur le SAV, sur les appareils respiratoires. Donc, en fait, c'est tout ce qui entoure la gestion de la maintenance. On parle d'un contrôle annuel tous les ans, tous les 12 mois. Et puis ensuite, il faut suivre la préconisation du fabricant. Donc, contrôle annuel, contrôle tous les 6 mois s'il y a une utilisation fréquente. Encore une fois, on peut se référer à la notice d'utilisation. Et puis, on a le contrôle après une intervention sévère. J'entends par là, si on a eu une très forte exposition au feu, par exemple, on parlait des pompiers, mais aussi à des produits chimiques par la projection, ou alors si le masque a été soumis à énormément de produits. Donc là, on doit faire vérifier le produit et on doit le faire, on doit opérer une maintenance pour en changer les pièces notamment. Ça se fait avec un distributeur qui est formé et agréé, encore une fois, ou un organisme, ou le fabricant qui va gérer également le SAV de ces appareils. Super, merci Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres produits où on doit assurer une bonne maintenance? Oui, c'est très large. En fait, tous les EPI de catégorie 3 peuvent être concernés par la vérification et la maintenance. Donc, on parlait de maintenance parce qu'on a souvent les pièces détachées, notamment sur les aéries ou les masques. Ça peut concerner aussi certains types d'enrouleurs. On va changer la pièce. Dans ce cas-là, on fait un retour usine, notamment chez le fabricant. Donc là, on peut voir que ça peut concerner aussi bien les enrouleurs à rappel automatique, les harnais, les masques de protection respiratoire. On a parlé des aéries avec les pièces détachées. Et tout est stipulé, encore une fois, dans la notice d'utilisation. Le distributeur, en vendant le produit, va faire sa préconisation et également vous parler de vérification et de maintenance. C'est aussi le rôle du fabricant. Dans l'information que vous recevez, vous, utilisateurs et employeurs, vous avez également toutes les informations pour, voilà, j'ai tel produit, il va falloir assurer une vérification sur telle période et maintenant sur tel ou tel accessoire, etc. Donc, le fabricant, le distributeur, ils ont comme rôle de vous fournir toutes ces informations. Mais vous avez vu aussi que ça va concerner la protection auditive et ça, on pourra le voir prochainement, comment on assure cette vérification-là. Super, merci Thomas. Et imaginons, je suis responsable HSE, comment j'arrive à suivre les dates d'entretien de mes EPI de catégorie 3? Christophe. Très bonne question, effectivement, Bérénice. Plusieurs choses sur les dates d'entretien. Déjà, où peut-on les retrouver? C'est la date de fabrication de l'équipement de protection individuelle et que le fabricant a posé qui va définir le départ, je dirais, de cette date d'entretien. Si par exemple, on parle d'une périodicité de 12 mois, avec une fabrication au 25 janvier 2024, on sait qu'au 25 janvier 2025, il y aura obligatoirement une vérification périodique générale. Donc, au-delà de ces 1 an, on va devoir faire un entretien. Cette suivi et cette traçabilité peut être fait de plusieurs
manières. Soit on a un registre de sécurité papier, c'est ce qui est majoritairement fait aujourd'hui, soit on entre dans une ère digitale dans laquelle on est maintenant en 2025 bien établi, et on essaye d'avoir une traçabilité informatique et des rappels peut-être digitaux qui, au-delà de 11 mois d'utilisation, va prévenir l'utilisateur d'une possibilité d'entretien sur son matériel. Il faut prendre en compte aussi plusieurs choses. C'est que si cet entretien n'est pas réalisé, on s'expose forcément, le porteur, lui, en premier lieu, s'expose à un risque létal, hein, puisqu'on est sur des risques mortels ou irréversibles. Donc létal, si c'est, je ne sais pas, de l'anti-chute, du chimique, du gaz chimique ou autre. Irréversible, si c'est de l'auditif, perte d'audition à vie, pas toujours très agréable, effectivement. Et sur la partie légale, la partie employeur, forcément, on se met en infraction. S'il contrôle, on s'expose à une amende, à une mise en demeure et à tout ce que cela peut impacter. En tous les cas, en cas d'accident, c'est l'employeur qui sera toujours tenu responsable et qui sera mis devant la justice sur ce sujet-là. Merci Christophe. Est-ce que tu peux nous dire par qui est assurée justement cette maintenance? Bien sûr, Bérénice. Alors, effectivement, la maintenance est assurée soit par le distributeur, par une personne qui est formée en interne, ou par un centre de maintenance qui est associé à ce distributeur. Il peut être aussi fait par le fabricant lui-même. Certains proposent ce service. Un organisme de contrôle agréé et certifié, j'entends par là organisme de contrôle agréé et certifié, un centre de maintenance qui aurait reçu les certifications et les agréments de par le fabricant, puisque c'est souvent le fabricant qui va donner cette certification et cet agrément pour pouvoir assurer la maintenance. Et en dernier cas aussi, ou des fois en premier cas, hein, c'est quelque chose qui peut être fait en interne par la société si l'entreprise a décidé de former une personne ou plusieurs personnes par ces organismes certifiés qui sont souvent les fabricants et qui vont venir former une personne en interne pour pouvoir assurer cette maintenance directement. Super, merci Christophe et Thomas pour ces précisions. Je pense qu'on a tous bien compris l'importance d'avoir le bon EPI catégorie 3 afin d'assurer une sécurité maximale sans négliger le choix du produit en lui-même. Pour quelle utilisation, quelle formation, quelle maintenance. Et du coup, on va passer un petit temps d'échange sur des questions-réponses. J'en ai une première qui serait: vous ne parlez pas des détecteurs de gaz dans la présentation, ne sont-ils pas considérés comme catégorie 3? Alors, je vais me permettre d'y répondre, Bérénice, si tu veux bien, sur ce sujet-là. Alors, effectivement, par équipement de protection individuelle, on entend quelque chose qui va venir protéger une personne et vraiment le protéger. Un détecteur de gaz, comme son nom le confirme, il va venir détecter un gaz. En détectant ce gaz, il ne va pas vous protéger du gaz, il va juste vous dire attention, danger, tu es dans une zone où il y a quelque chose de dangereux. Plusieurs solutions, tu fuis et essaye de fuir dans les bonnes conditions de sécurité parce que ta vie est en jeu. Deuxième solution, tu n'as pas la fuite immédiate et tu ne peux pas fuir de manière sereine et pérenne. Donc, tu mets un équipement de protection individuelle de catégorie 3 qui va te permettre de te protéger et de quitter cet endroit de la manière la plus sereine possible et avec un temps imparti. Par là, j'entends les masques de fuite, les choses comme ça qui peuvent venir et vous pouvez quitter un endroit confiné en moins de 30 minutes. Super, merci Christophe. J'ai une deuxième question. Vous parlez de protection auditive, notamment Thomas, mais il n'y a pas de risque mortel? Oui, bah justement, on en a parlé. Tu viens de remonter cette question-là, Bérénice. Donc oui, la protection auditive, désormais, elle est catégorisée en catégorie 3, justement, parce que c'est un risque irréversible sur la santé des utilisateurs. Quand on perd de l'audition, on ne la retrouve pas. Donc, elle est considérée comme catégorie 3 désormais. Toute exposition prolongée à un bruit qui dépasse la norme, donc 85 décibels, ça va conduire à une perte d'audition. Et donc, cette protection auditive, c'est de la catégorie 3. Et comment on fait? On parle de vérification de maintenance. Comment on gère ça? Eh ben, en fait, c'est tout simple. Il y a principalement deux produits dans l'auditif. Le bouchon jetable, bah, on jette et on réutilise à neuf, tout simplement. Et puis pour tout ce qui est casque et coquille anti-bruit, vous avez les pads qui se changent. Ce sont des consommables, donc il suffit de vérifier la bonne tenue du produit. S'il est encore intact et en bon état, on le réutilise.
auquel cas, si jamais c'est craquelé et qu'on voit que les propriétés sont altérées, et ben on change avec le consommable, on change le pad et on utilise du coup cette coquille à nouveau. Elle sera normée et elle vous protégera dans les meilleures conditions. Super, merci Thomas. On a une autre question. Qui sont les organismes certificateurs? Je pense qu'avec Thomas, on peut y répondre conjointement sur celle-ci, mais d'une manière générale, ce sont les fabricants qui donnent les certifications au centre de maintenance pour pouvoir faire la maintenance de leurs propres EPI. N'est-ce pas, Thomas? Oui, ça va être ça. Après, on a principalement les fabricants. Les fabricants peuvent aussi former des distributeurs. On a beaucoup de centres de maintenance de distributeurs désormais qui peuvent, euh, qui peuvent apporter de la formation notamment. Et puis après, on a des organismes comme l'APAV qui vont pouvoir venir chez vous et on parlait d'évaluation des risques, qui vont pouvoir faire ce travail-là et puis certifier un environnement à risque, certifier notamment les points d'ancrage, on en parlait. Voilà, il y a différents acteurs, mais il faut toujours bien vérifier s'ils sont tous bien certifiés et agréés pour faire ce travail-là. Super, merci. Une autre question. Pour les demi-masques à filtre, quelle est la fréquence de remplacement du filtre? Je vais me permettre, Christophe, de répondre. En fait, ça c'est un vaste sujet qui a jamais vraiment trouvé de. C'est très flou. On peut pas répondre précisément puisque tout dépend de l'environnement, de la densité de matière dans l'air. Plus il y a de matière, plus vite le filtre va se boucher ou claquer, comme on dit. Ça va dépendre de la morphologie de la personne, donc du rythme de la respiration qui va faire. Voilà, est-ce qu'il fait un effort ou pas? Donc, plus il fait d'efforts, plus il respire fort, et donc plus vite le filtre va se boucher. Donc, c'est très, très varié. Comment on détecte qu'un filtre est bouché et qu'il faut le remplacer? C'est qu'en fait, on va avoir des difficultés à respirer. Voilà, comme je le disais, ça va se boucher. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, quand on sent des difficultés à respirer, qu'il faut sortir de son poste de travail, changer la cartouche, remettre une cartouche neuve, et puis retourner en toute sécurité sur le poste de travail. Super. Merci Thomas. Encore une autre question. Si l'article est vendu un mois avant son premier anniversaire, voire après son premier anniversaire, ça se passe comment? Alors, je vais prendre cette question. Du coup, s'il est vendu un mois avant son premier anniversaire, ça veut dire que vous allez recevoir un EPI de catégorie 3 qui aura une durée de vie d'un mois. Vous serez forcément obligé de faire une vérification périodique générale. Donc, vous aurez acheté votre EPI, vous l'avez payé en conséquence et vous allez devoir repayer une vérification périodique générale pour pouvoir certifier l'utilisation de l'EPI de catégorie 3 au sein de votre entreprise. Donc c'est un coût caché si on parle que du côté achat, mais c'est aussi un EPI qui arrive chez soi et qui un mois après doit déjà être vérifié. Donc une immobilisation de cet EPI, potentiellement il faut en acheter un deuxième. Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui vont venir s'enchaîner et qui aujourd'hui ne sont pas toujours suivis. Et c'est important d'apporter ce point et la question est très très bonne. La question, je n'ai pas répondu dans son entièreté, j'étais que avant son premier anniversaire. Si on le fait après son premier anniversaire, on comprendra assez facilement que du coup, vous allez recevoir un EPI de catégorie 3 qui, dans l'absolu, n'est pas utilisable, puisque vous ne serez pas dans la légitimité du produit. Vous n'aurez donc pas la possibilité de l'utiliser. Si personne ne vous contrôle, vous n'aurez pas de problématique particulière. Si demain, il arrive quoi que ce soit, la responsabilité de l'employeur sera prise en compte, et à ce moment-là, on dira le pays n'a pas été vendu. Est-ce que c'est la faute du distributeur? Est-ce que c'est la faute de l'employeur? Est-ce que c'est la faute des deux conjointement? On revient sur cette histoire de responsabilité qu'on a vu un petit peu en amont et qui va être c'est la responsabilité de tous et l'enjeu est trop fort pour pouvoir jouer sur le sujet. Est-il possible de faire vérifier ces équipements en interne? Petite précision, si on a quelqu'un de formé qui a travaillé chez BV avant, par exemple. Je vais y répondre. Alors, bon, je pense que c'est BW. Donc, il est possible de faire vérifier ces équipements en interne au sein de l'entreprise. Encore une fois, on en a parlé. Ça fait partie, quand on parlait des responsabilités de l'employeur et de l'utilisateur,
on parlait de formation. Et donc, les organismes certifiés qui font les formations peuvent former quelqu'un chez vous en interne pour faire la vérification périodique et des EP de catégorie 3. Donc, si la personne de chez BW que vous avez chez vous a été formée à vérifier, j'imagine, de la protection respiratoire, qu'il a eu la certification et que son diplôme est encore à bonne date, et effectivement, il peut vérifier les EPI sur lesquels il a été formé. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Toujours penser à refaire valider sa certification. C'est sur des périodes qui sont données par l'organisme. Par exemple, chez Honeywell, on est sur une préconisation à 3 ans. Après, tout dépend de l'organisme, des produits, etc. Voilà. Super. Et j'ai une autre question. Comment faire le choix d'un ARI? Je ne sais pas comment vous le prononcez. D'un ARI? Oui, faire le choix d'un ARI. C'est Thomas, c'est sa spécialité, les ARI sur le sujet. Le choix d'un ARI, en fait, ça dépend de votre environnement. Si vous êtes peut-être en secteur industriel, allez plutôt sur quelque chose de facile dans l'entretien, facile pour entretenir les pièces détachées, le SAV, un produit facile à installer, à mettre en place rapidement. Ce ne sont pas des pompiers généralement, ou alors ils le sont volontaires à l'extérieur de l'entreprise, donc ils connaissent peut-être sans doute déjà leur utilisation. Donc, comment on fait le choix d'un ARI? Encore une fois, là, une bonne formation de base va analyser les risques et les problématiques de votre entreprise. Ensuite, vous allez ressortir avec le meilleur produit dans ce qu'on va vous proposer suite à ces formations, ces préconisations-là. Donc, moi, je partirais toujours sur environnement industriel, quelque chose de basique, robuste, avec un bon SAV pour éviter toute problématique par la suite. Super, je pense que c'est très clair. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à envoyer du coup un mail. On va le voir sur la présentation, une adresse référente. C'était très intéressant, très complet. Merci beaucoup Thomas et Christophe. Je pense qu'on peut se retrouver du coup merci à vous. Sur un prochain webinaire, je vous souhaite à tous une très belle journée. Voici l'adresse qui s'affiche pour vos futures questions si vous en avez. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Merci messieurs. À très bientôt. Merci Bérénice. Merci. Plaisir partagé Bérénice. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.